comment est-ce qu'on explique ce phénomène d'avoir de plus en plus de personnes diplômées qui se débrouillent au quotidien? Dans le prix d'une moto, tu investis ça dans une formation. Au bout de 6 mois de formation, 1 an même de formation, tu as une meilleure santé et tu as une meilleure vie. J'ai un master en physique et puis j'ai un master en mathématiques. Ils lui ont cousu une touche à mon fils et son diplôme a été remis par la ministre des enseignements secondaires. Juste avoir une idée dans la tête, c'est pas pertinent. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est de passer à l'action et d'exécuter. Il manque encore de l'effectif féminin dans les domaines qui ont trait à la science et aux technologies. Donc, le cloud permet de payer uniquement pour ce qu'on utilise et c'est donc la notion du pay as you go. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans mon podcast Kelly Migab, qui est celle que vous retrouvez tous les jours sur TikTok, sur la chaîne Lumiatech, en fait, tout simplement. Kelly, c'est un de ces profils qu'on a toujours envie de mettre en avant parce que aujourd'hui, elle est certifiée AWS comme étant architecte du coup autour de toutes les solutions AWS. Elle ne se contente pas juste de faire tourner les clusters, créer des VPS, créer des EC2 sur AWS. Ce qui est important pour elle, c'est de partager sa passion via sa chaîne sur TikTok, en fait, tout simplement. Ce que j'adore surtout sur Kelly, c'est qu'elle a un parcours qui ne la prédestinait pas à devenir architecte cloud, en fait, tout simplement, parce qu'elle vient du monde des sciences, en gros, globalement, mathématiques, physique. Et moi, je dis toujours, ce type de profil est très, très important pour entrer dans la tech et faire une très belle carrière. Je vous laisse suivre l'épisode avec Kelly, un épisode passionnant que j'ai adoré tourner encore comme un autre. N'hésitez pas à nous dire à la fin ce que vous en pensez et puis on va continuer comme ça à ramener des très beaux profils sur la chaîne pour que vous puissiez donc comme ça vous faire une très belle idée de tous les postes, toutes les carrières que vous pouvez faire aujourd'hui dans la tech. On est parti? J'adore ton profil, j'adore ce que tu fais sur Internet. Et puis, moi, quand je regarde tout ça, je me demande au final, si quelqu'un te voit pour la première fois, en fait, il va se demander, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais en tant que DevOps dans le cloud, en fait? C'est quoi ton boulot aujourd'hui? Aujourd'hui, en tant que DevOps et Cloud ingénieur, j'ai pas un quotidien qui est fixe, j'ai pas une routine qui est carrée, dépendamment de projet ou bien dépendamment des besoins clients. Je travaille sur pas mal de tickets, je travaille sur Kubernetes, je travaille sur Terraform, je travaille sur AWS aussi. J'utilise beaucoup les services de C2, S3, du monitoring avec CloudWatch et autres. Bref, pour tous ceux qui sont DevOps ingénieurs savent qu'il n'y a pas forcément un carnaval standard. Parfois, les tâches se définissent au fur et à mesure que on évolue. Voilà. Tu sais, nous on a deux types de boîtes. On a ce qu'on appelle les clients finaux. En gros, par exemple, tu vas bosser dans une banque. Là, la banque, c'est un client final pour toi, quoi. Si tu vas bosser, par exemple, chez Walmart, par exemple, Walmart, pour toi, c'est un client final. Et on a aussi ce qu'on appelle nous on appelle ça en France, les entreprises de services numériques. En gros, eux, ils te recrutent et ils te font bosser pour des clients comme Walmart, des choses comme ça, en fait, quoi. Ou bien les gens qui vont bosser chez Google, par exemple, Google, c'est les clients finaux. Toi, ton entreprise, sans donner le nom, bien sûr, c'est quel type d'entreprise, en fait, au quotidien? C'est du consulting. Donc, c'est effectivement ce que tu Consulting, hein. as décrit. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs aux États-Unis font dans du consulting. Mhm, Il y en a qui font dans du mhm. staffing. Et en gros, c'est du contractuel, de prendre des gros projets, de négocier des gros projets avec les big tech et justement d'avoir des ingénieurs qui travaillent dessus à délivrer et à être performants. Ouais. Ah, je vois un peu. Il y a un truc que tu as dit là qui est un peu bizarre pour moi. Moi, j'aime toujours demander quel est l'intérêt d'aller dans le cloud pour acheter une VM. En gros, tu as dit EC2 par exemple. Ça, c'est une VM, une machine virtuelle. Pourquoi ne pas acheter ça pourquoi ne pas l'avoir on-premise et pas dans le cloud, en fait, du coup? Je dirais que le cloud aujourd'hui présente plusieurs avantages, notamment le système de pay as you go qui te permet Mm. justement de payer uniquement pour les ressources et les services que tu consommes. Ça voudrait dire que si je devais avoir ma VM ou bien mon serveur
on-premise, je devais payer pour tout le serveur, pour toute la capacité, pour toutes les ressources upfront, c'est-à-dire en amont. Quitte à ce que je les utilise ou pas, je devais toujours payer pour tout ça. Je me permets de t'interrompre 5 secondes pendant que tu regardes la vidéo. Déjà, merci de regarder la vidéo jusqu'à présent, en fait. Alors, j'ai sous les yeux les statistiques de YouTube qui disent que 70% de ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Pourtant, tous ceux qui regardent cette vidéo veulent être développeurs ou DevOps ou bien augmenter toutes leurs connaissances, en fait, bien sûr. Tout ce que je peux te demander, c'est fais-moi une faveur, abonne-toi. Ça permet à d'autres personnes de profiter de cette vidéo gratuitement comme toi. Deuxième chose, chaque fois que tu t'abonnes, en fait, moi aussi, ça me motive à avoir un devoir moral envers toi pour pouvoir donc publier des vidéos assez régulières pour continuer à dire que ton abonnement vaut la peine. De plus, j'ai 2 bootcamps, un bootcamp pour développeurs et un bootcamp pour DevOps. Pour chacun des deux, le lien est dans la description en fait. Donc abonne-toi, surtout partage la vidéo à ceux qui sont autour de toi et d'avance, encore une fois, merci parce que ça m'aide beaucoup à progresser dans mon travail. On est reparti pour la vidéo. Or, avec le cloud, justement, le cloud permet de payer uniquement pour ce qu'on utilise et c'est donc la notion du pay as you go. Et en plus de cela, il y a la notion de share responsibility qui fait que le cloud, quelque part, est responsable de ton serveur. C'est-à-dire que si ton serveur crash, ils doivent toujours se rassurer que ton serveur est up and running. Est-ce que tu penses que tout le monde aujourd'hui, toutes les boîtes aujourd'hui, tous les freelances aujourd'hui, tous les PM aujourd'hui, tous les startups doivent aller dans le cloud en fait? Non, je pense pas. Je pense pas que le cloud, ce soit une solution universelle. Je pense pas que tout le monde devrait aller vers le cloud. D'ailleurs, même qu'il y a des compagnies aujourd'hui qui avaient opté pour des solutions cloud qui sont qui sont en train de rentrer. Qui en fait des mythos, hein? Oui, lorsqu'on prend le paramètre coût, qui est très important. C'est vrai qu'on dit pay as you go, mais si on a par exemple des équipes qui sont irresponsables ou qui ne sont pas vraiment bien entraînées sur l'optimisation des ressources dans le cloud et qui consomment plus qu'il n'en faut des ressources dans le cloud, le budget devient toujours assez colossal à la fin. Donc, il y a des entreprises qui payent des factures très, très costauds pour des services cloud et avec ça, par exemple, comme argument, ils peuvent considérer rentrer en prémisse. Mais au-delà de ça, par exemple, il y a aussi la notion de data privacy ou bien souveraineté des données qui fait qu'il y a des structures, par exemple, comme la banque ou bien des gouvernements qui gèrent des données hyper sensibles qui ne vont pas courir le risque d'avoir leurs données qui soient stockées dans le cloud. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on parle du cloud, derrière, il y a des data centers, des super data centers quelque part qui gèrent tous ces processus-là. Donc, il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre en compte avant d'adopter le cloud. Donc, le cloud, ce n'est pas la solution universelle. Disons que moi, je viens de te voir. Toi, tu es ingénieur cloud aujourd'hui. Moi, je viens te dire, moi, j'ai mon application, là, mon SaaS que je viens de développer. Et j'ai besoin de le mettre en ligne parce qu'au final, le but, c'est de le mettre en ligne. Tu me demandes quoi comme question pour faire ton choix? Ok, tu as parlé de SaaS, donc il y a... Tout le monde fait le SaaS aujourd'hui. Hein. Exactement. Tu vois ton petit SaaS dans ton coin là qui veut sortir, sa meilleure idée qui veut lancer en fait. Quoi. Moi, je vais te dire, là, j'ai codé mon SaaS là. Qu'est-ce que je fais pour la suite? Donc, je vais regarder par exemple parce que quand tu parles de SaaS, il y a des services il y a des services que tu gères. Donc, tu t'occupes par exemple de la partie applicative, de la partie runtime et tout. Mais je pense pas que tu as forcément besoin de te préoccuper de l'endroit où ton application est hostée. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de gérer tout ce qui va être serveur, réseau et autres. Donc, je te dirais en fonction du type de ton application. Bon, si c'est une SaaS, clairement, je dirais de là où c'est dans le cloud. Parce que le cloud va te permettre le cloud va te donner des services de computation, des services de stockage, des services de réseau et tu vas uniquement te préoccuper de la partie applicative. Et donc, toi, en fait, là, est-ce que tu dirais à quelqu'un qui lance son SaaS de
d'aller dans le cloud, en fait, tout simplement? C'est vrai que côté ça, j'ai pas forcément une très grosse expérience parce que je n'ai pas moi-même déjà mis une SaaS de bout en bout sur pied. Donc, Ouais. mais de ma compréhension, Ça te dérange pas, quand tu dis qu'il a fait un SaaS, ça te dérange pas ce qu'il a fait? Il a fait un front-end React ou Angular, il a fait un back-end Python, je sais pas moi, ou avec, il a fait une base de données, quoi, tu vois. Je te mhm, schématise le truc très gros, tu vois. Mais souvent, c'est ça l'architecture d'un MVP qu'il faut pour pouvoir déployer son application rapidement sur Internet. mhm, Mm. Ça, c'est ce qu'on appelle un SaaS. Quand quelqu'un vient me voir souvent avec les applications, moi, c'est ce que je vois souvent venir la plupart du temps. Toi, récemment, là, je crois qu'il y a un mois ou deux, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il me dit j'ai besoin d'un support de ta part. Je dis vas-y, explique-moi. En fait, le gars, il avait développé son application sur son ordinateur, du moins, il était resté en local avec son code, et il avait une architecture avec 4 services en gros, de manière globale. Les 4 services qui communiquaient ensemble. Et donc, le problème qu'il avait, et je crois en front-end aussi, le problème qu'il avait en réalité, c'est que il est allé dans AWS, du coup, il a voulu se casser la tête à faire tous les VNet, acheter tous comment ça, faire une architecture comme si il avait déjà 1000 clients devant lui qui le payaient pour sa solution. mhm. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu te fais chier? Va dans AWS, là, le même AWS, tu prends un EC2, qui est une machine virtuelle en réalité, et dessus, tu installes un Docker, et tu fais tourner toutes tes applications dedans, et ça va fonctionner tout pareil, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que toi, tu as répondu, en fait? Eh ben moi, je trouve que vous abordez des points pertinents au niveau de... On a dit que tu allais me tutoyer, là. Gâte pas mon podcast, s'il te plaît. Mais sinon, je trouve que tu abordes des points très importants qui est la scalabilité. C'est-à-dire que est-ce que l'application doit forcément être disponible à 1000 clients? Si c'est pas le cas, pas besoin de courir vers des solutions trop costauds, peut-être comme un Kubernetes ou bien, je sais pas moi, comme un Fargate. Je pense que ECD, effectivement, comme vous l'avez dit, fera l'affaire. Donc, même dans le cloud, il y a différents types de solutions, dépendamment aussi peut-être du besoin client ou bien même des requirements que l'application a besoin pour tourner. Est-ce que c'est facile de se lancer dans le cloud, en fait? Je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, ça n'a jamais été aussi facile que, que ça. C'est-à-dire que par le passé, ça pouvait être peut-être challengeant, mais aujourd'hui, en 2026, pas uniquement dans le cloud, dans le tech ou bien dans n'importe quel domaine, moi j'estime qu'aujourd'hui, la connaissance et les ressources sont à la portée de tous. Aujourd'hui, donc, vous avez des ressources. Tu vas le vendre ChatGPT, je vois ça venir, vas-y. Je sais que tu vas le vendre ChatGPT. Non, non, je faisais pas forcément référence à ChatGPT, mais je faisais référence aux plateformes aujourd'hui qui sont super intéressantes comme Udemy, Coursera et autres. Même YouTube aussi, c'est toute une université, surtout lorsque tu sais quoi fouiller ou bien tu sais quoi chercher. Donc, j'ai eu à apprendre plein de formations aussi au travers de YouTube. Et même les bootcamps ou bien les trainings sont super, super accessibles aujourd'hui. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs formations cloud aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui démystifient le cloud, qui offrent des accompagnements, des mentorats côté cloud. Et même s'il faut parler de l'apprentissage personnel, c'est-à-dire du self-learning, si vous êtes quelqu'un de discipliné, quoique je pense que on n'est pas en tant qu'être humain, la discipline reste un challenge en gros, mais si vous êtes capable d'établir une feuille de route, une roadmap et travailler à être suffisamment discipliné pour la suivre, vous êtes capable de développer de véritables compétences dans le cloud sans forcément avoir besoin de diplôme ou bien autre. Donc oui, je dirais que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se lancer dans le cloud. Et puis, il y a plein de ressources sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous créez du contenu sur le cloud. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui viennent en caméra, qui partagent ses connaissances et ses ressources, des techniques même pour exceller gratuitement. Donc,
ça n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui. Maintenant, s'il faut rajouter la composante IA, quoique je pense qu'il faut se méfier, il y a, au travers de l'intelligence artificielle, des ChatGPT et autres, on peut se former, mais surtout si on sait exactement ce qu'on cherche et ce qu'on veut. En fait, tu as dit beaucoup de choses là. Je vais les prendre un peu plus tout doucement. Euh, il y a la roadmap qui m'intéresse d'abord. Il y a l'auto-formation dont tu as parlé. Et aussi la création de contenu. Alors, après d'aller sur la roadmap, quelqu'un qui veut se lancer dans le cloud, en fait, quel est, grosso modo, le prérequis qu'il doit avoir? Je ne pense pas forcément que quelqu'un pour se lancer dans le cloud a besoin de prérequis, si ce n'est peut-être avoir un ordinateur. Si jamais ma mère, tu lui fais passer dans le cloud rapidement. Si ta mère a la capacité intellectuelle de comprendre ce qui est enseigné, c'est-à-dire les compétences basiques, lire, écrire, et puis voilà, moi je dirais que on n'a pas forcément besoin d'avoir un background très costaud dans la tech pour se lancer dans le cloud, non. J'aurais peut-être un PC fonctionnel avec une bonne RAM et puis une bonne mémoire et puis une connexion Internet suffit aujourd'hui à démarrer dans n'importe quel domaine que l'on veut. Si on est, comment je vais dire, il y a la notion de discipline qui va toujours être importante et puis la notion de constance et de persévérance dans l'apprentissage. En fait, tu as dit quelque chose auquel moi je crois fortement, c'est que aujourd'hui, pour nous qui venons de l'Afrique, en fait, on connaît beaucoup de gars qui prennent la route. On les appelle traditionnellement les beaux-ailleurs, qui prennent la route pour venir en Europe. Moi, je dis souvent aux gens, si vous avez un bagage, au lieu de prendre la route pour venir en Europe, asseyez-vous chez vous, achetez un ordinateur et prenez une connexion Internet, formez-vous, vous serez meilleur comme ça, en fait. Tout Voilà. comme je dis à ceux qui conduisent les motos dans les pays africains. Parce que quand je suis allé en RDC encore cet été, l'été dernier, j'étais au Cameroun encore il y a quelque temps. Le nombre de jeunes qui conduisent les motos, c'est énorme. Et pourtant, le prix d'une moto, tu investis ça dans une formation, comme celle que tu viens de dire là, au bout de 6 mois de formation, 1 an même de formation, comment dire, tu as une meilleure santé et tu as une meilleure vie, en fait, tout simplement, quoi. Mais Et comme sinon, tu as dit, il faut surtout avoir une vie. comment est-ce qu'on explique ce phénomène d'avoir de plus en plus de personnes diplômées qui se débrouillent au quotidien, d'avoir beaucoup de, que ce soit hommes comme femmes, mais c'est-à-dire que tu as pris le cas des hommes qui font de la moto, mais également aussi le cas des femmes qui, après leur étude, vont faire la coiffure, euh, toutes sortes de commerces qui est louable, mais qu'est-ce qu'il est? Moi, je pense que le premier problème, c'est un problème de mindset. Ça veut dire que, comme on a grandi, ou bien comme on a vécu aussi pendant longtemps dans un environnement très compliqué, les gens veulent d'abord avoir leur pain quotidien. Voilà. Ça veut Sur- dire que c'est un daily life, en fait. Je ne sais pas si vous appeler ça comme ça. En fait, c'est comme si on vivait au jour le jour. Il n'y a pas vraiment de planification jusqu'au jour où on va se dire, OK, on renverse la table, on va prendre la route. En fait, les gens ne se projettent pas assez loin pour ce qu'ils vont faire. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore ces métiers-là. Beaucoup de gens se disent aussi que c'est des métiers qui ne sont pas faits pour nous parce qu'on n'est pas, informaticien en gros. Voilà. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut se reconvertir, qu'on peut se former et devenir comme ça de bons informaticiens d'abord, surtout, et ensuite de bons ingénieurs cloud, comme tu le dis. En fait, on n'a pas cette culture. On n'a pas cet apprentissage parce que le quotidien est d'abord difficile, ce qui fait que les gens veulent d'abord manger aujourd'hui et n'ont pas l'énergie pour se projeter plus tard. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple d'un ami qui est contrôleur de gestion. Je l'ai toujours dit depuis plus de 2 ans, va te former sur Excel. Achète un ordinateur, tu fais Excel Power BI. Si demain tu fais Excel Power BI, SAP par exemple, le combo là, tu n'auras plus besoin voilà. À mon sens, tu ne vas pas beaucoup souffrir, en fait, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème. Je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet, mais moi, ça, c'est mon avis. Hein. Oui, je te rejoins sur beaucoup de points, mais je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que
tu dises qu'ils n'ont pas accès à l'information ou bien ils ne savent pas. Moi, je pense que aujourd'hui, l'information a été tellement démocratisée. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, donc ça dépend de si tu cherches une information, tu la trouves sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu décides il y a des personnes qui préfèrent d'autres informations par rapport à d'autres. Donc, mettre ça sur le compte de l'ignorance, je pense pas forcément que ce soit pertinent. Surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où nous sommes, où tu peux pratiquement avoir tout type d'informations que tu cherches. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur la notion de mindset. Je trouve que changer son état d'esprit parfois ou bien la façon avec laquelle on aborde la vie est un game changer. Je le dis parce que moi-même également, j'ai dû faire la décision radicale de changer de domaine et de sauter le pas. Donc, ça vient aussi avec la notion de zone de confort. Peut-être que au départ, les gens n'ont pas le minimum, c'est-à-dire le minimum requis pour survivre. Si on veut parler, on regarde un peu la chaîne de Maslow et il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver encore au niveau 1 de cette chaîne-là à devoir, Niveau primaire, ouais. voilà, au niveau primaire. Mais le problème justement, c'est qu'ils restent beaucoup trop longtemps sur ce niveau-là. C'est-à-dire que quand bien même ils ont pu se vêtir, se nourrir, avoir un toit sur leur tête, ils se contentent donc de ça. Et il y a donc la notion de zone de confort qui entre en jeu, c'est que c'est important et c'est capital de sortir de sa zone de confort. En fait, il y a des experts qui le disent, le changement ou bien le miracle ne se produit uniquement hors de sa zone de confort. Non, mais avec ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Hein. Et puis moi, je vais encore quand même insister là-dessus sur le fait que les gens ont accès à l'information. Comment dire? Moi, j'ai l'impression que, par exemple, toi et moi, on est assez présents sur TikTok, tu vois. Mhm. Quand on fait des lives, par exemple, toi et moi, c'est difficile d'avoir 50 personnes sur le live. C'est les jours, ça c'est les meilleurs jours. Quand tu commences à passer de parler de 50 personnes sur un live, tu sens que tu as l'impression d'avoir réussi ton live, tu vois. Le marché a donné le jour là. Comme tu dis, voilà, le marché a donné. Tu sais que ce jour-là, c'est un bon jour du marché, tu vois. À côté, juste à côté, tu as des gens qui sont à 20 000, 15 000, 1000 dans des lives où on parle de relations entre hommes et femmes pour la plupart du temps. Où on parle de. Voilà. Des choses qui. Une fois, j'ai fait un live, il y a quelqu'un qui est venu. Moi, on vend des bootcamps sur Internet. Et il y a quelqu'un qui est venu, il m'a vu en train de faire mon live. Il monte sur le live, il me dit, je ne sais pas quel est ce genre de contenu sur TikTok. En fait. Il me dit, moi, d'abord, je ne viens jamais TikTok. Et puis, quand je suis venu, je ne sais pas ce qu'il venait chercher. Et je suis tombé, je suis en train de faire ton live, en fait, sur l'école, en gros. Je ne savais pas qu'il y avait des contenus sur l'école. Tout le monde pense que l'information professionnelle, grosso modo, elle est sur un réseau social comme LinkedIn, en fait. Donc, sur le LinkedIn, il n'y a pas un autre. Facebook, c'est pas ça. Encore, LinkedIn, YouTube, voilà. Ça, c'est les voisins. C'est les deux bâtiments qu'il faut traverser tout le temps en ping-pong, quoi, pour se former professionnellement. Quand tu sors de là, maintenant, ça devient en gros la récréation. Exactement. On va maintenant aller se divertir ailleurs. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. C'est vrai que, comme tu dis, il y a l'information au pied du lit, mais malheureusement, les gens sont plutôt abreuvés à l'information. J'appelle ça l'information divertissante. Je dis toujours, quand je dis ce que je viens de dire, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui atteignent ce niveau d'audience aussi. Parce que ça n'arrive pas de nulle part. Exactement. Pour te lever et avoir 1000 personnes en même temps qui t'arrêtent pour t'écouter, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas facile du tout, en fait, tout simplement. Effectivement. Et effectivement, Chilo, moi, particulièrement, j'aimerais bien voir plus de personnes qui s'intéressent au contenu instructif. Pas que les loisirs soient pas importants, mais comme on le dit, dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Donc, il y a un temps pour s'amuser, mais aussi un temps pour être sérieux. Il y a un temps pour, je sais pas moi, bref, il y a un temps pour toute chose. Donc, on ne peut pas rester dans le divertissement éternellement. Et je pense que c'est ça qui produit les résultats qu'on voit parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je pense qu'à un moment donné aussi, c'est important d'arrêter de se plaindre et de toujours renvoyer Bien les sûr. fautes aux autres et ne pas prendre responsabilité parce que parfois, on a tendance à penser que c'est de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité des entreprises ou bien c'est de la responsabilité de tout le monde, sauf de notre responsabilité de prendre notre vie en main. Donc,
c'est important le loisir, mais c'est aussi important d'avoir beaucoup plus de contenu instructif. Et je pense que les donnes sont en train de changer et il y a beaucoup plus de création de contenu instructif, beaucoup plus d'écoles même qui naissent sur les réseaux sociaux. Moi, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui forment en live sur TikTok. Ils n'ont certes pas l'audience des 1000 ou bien 10 000 personnes, mais ça crée de l'impact. Moi également, quand je suis arrivée sur TikTok, honnêtement, je connaissais personne qui créait du contenu tech et DevOps et cloud particulièrement, surtout en zone francophone. Et donc, je me suis dit, ben, je vais prendre le risque, je vais faire quelque chose parce que j'estime que j'ai un message à passer, je peux apporter quelque chose et je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'en suis agréablement surprise des résultats. Non, mais ce que tu dis, moi, je suis à 1000% d'accord avec toi. Et il y a une chose encore qui m'intéresse encore plus par-delà ce que tu dis, c'est que avec cette information, moi, je pense par exemple que euh, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a une collection de solopreneurs. On a une collection d'individus qui doivent s'en sortir d'abord par eux-mêmes et aider les autres, en fait, en les tirant avec eux, ou bien en accompagnant les autres, ou en participant à l'effort pour les autres. Donc, moi, perso, je pense que l'État est là pour faire des choses, mais moi, perso, je n'attends pas grand-chose de l'État, je dirais ça comme ça. Moi, à la limite, si j'ai mon argent, je ferai ma route pour aller chercher mon médecin, en fait, quoi. Et tous ceux qui sont sur la route qui n'arrivent pas à s'en sortir, moi, je tendrai la main à tout le monde en disant, voilà la route, voilà le chemin, voilà. Moi, je raconte toujours l'histoire. Il y a une fille, là, je sais pas, je la connais pas, bien sûr, comme je ne connais pas tout le monde sur les réseaux sociaux aussi. Elle est venue dans mon live, elle me dit, j'ai mes enfants qui comment on dit ça, qui n'arrivent pas à payer leur école. Je n'ai pas payé l'école de mes enfants, en fait, parce que, est-ce que vous pouvez cotiser pour moi avec ta communauté? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, je suis infirmière. Je dis, mais du coup, pourquoi tu n'as pas de travail alors? Elle me dit, non, je n'ai pas à être embauchée, du coup, je suis commerçante en gros. J'étais infirmière, je suis commerçante. Je lui ai dit, moi, si j'étais toi, ce que je ferais, le coût de la collection que tu as rechargée là, je pars sur YouTube, je me forme, je regarde les vidéos pour être assistante virtuelle. Je cherche les vidéos pour être assistante virtuelle. Et je comprends ce que fait une assistante virtuelle pour un freelance ou bien pour une petite entreprise en fait. Et je me forme dessus pendant 1 semaine, 2 semaines, parce que c'est pas un truc qui coûte très cher comme formation. Et derrière, je vais contacter tous les freelances qui sont sur Internet. Si au pire, je prends d'abord tous les Camerounais d'abord, après je prends tous les Congolais, je prends tous les Ivoiriens, comme ça je suis sûr que je suis en train de balayer au maximum, et je me propose comme étant assistante virtuelle. Moi, je dis qu'avec Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Tu vois, par exemple, quand tu fais l'informatique aujourd'hui, tu passes une grosse partie de ton temps chez toi. Et ça, c'est. Ta vie, elle est meilleure comme ça, pour moi, à mon sens. Hein. Ta vie, elle est meilleure comme ça, en fait, quoi, tout simplement. Donc, je suis d'accord avec toi pour grosso modo, l'information est au pied du lit, comme on dit souvent. Maintenant, c'est à chacun d'en profiter, tout simplement. C'est à chacun d'en profiter, mais je voulais mentionner un ou deux points qui sont très importants. C'est que il y a, avant, on souffrait du manque d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'un overflow d'informations, c'est-à-dire qu'on est submergé d'informations et c'est vraiment à chacun de s'asseoir et de tracer une trajectoire. Donc, j'avais expérimenté le fait de ne pas avancer avec une roadmap et le fait d'avancer avec une roadmap, j'ai pu constater la différence. Et je suis venue partager, par exemple, sur mon compte TikTok, a dit vraiment c'est important d'avoir une feuille de route, peu importe la destination qu'on veut atteindre dans la vie. Donc, on peut avoir un surplus d'informations, mais on doit déjà savoir notre target, qu'est-ce qu'on veut atteindre et quel est donc le chemin à suivre. Et pendant qu'on emprunte dans ce chemin, on peut l'améliorer, et, etc., etc. Donc, je prends le cas, par exemple, de DevOps ou bien du cloud aujourd'hui. On n'a pas nécessairement besoin d'être dans une formation style classroom où on a un formateur. Si on est suffisamment discipliné, et encore j'adore ce terme discipline et tout, mais si on est suffisamment discipliné, de dire que on peut avoir une feuille de route, une roadmap et travailler tous les jours dans l'accomplissement de l'objectif qui va être cette fois-ci d'acquérir de réelles compétences. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, il faut le dire, c'est qu'il faut
avoir les réelles compétences, les skills, comme on dit là. Il ne faut pas juste se contenter de suivre tutoriel sur tutoriel, formation sur formation, mais il faut arriver à avoir la compétence. Et l'une des façons les plus efficaces, en plus des cours ou bien des tutoriels, c'est de bâtir de réels projets. Bon, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris et que je travaille au quotidien à faire. Donc, je le partage parce que je trouve que c'est efficace de dire, avec ChatGPT, je peux certes me former, avec YouTube, je peux me former gratuitement, mais si je ne connais pas quoi chercher, si je ne connais pas le prompt que je vais demander à ChatGPT, il ne va pas forcément me retourner un résultat qui va être pertinent. Et ce que tu dis est très vrai. Maintenant, moi j'ai envie de te dire, si on revient à notre sujet DevOps et Cloud là, d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre un DevOps ingénieur et un Cloud ingénieur d'abord? Oh oui, oui, oui. Il y a une très grosse différence. Attends que je m'asseye bien pour écouter la différence, parce que ça m'intéresse. Bon, selon moi, il y a une très grosse différence. Le cloud, c'est un géant, c'est un grand service. Comment je vais dire ça? On peut faire du DevOps dans le cloud, mais pas seulement. Donc, vous allez voir des data engineers qui utilisent des services cloud parce que le cloud, en fait, il ouvre plusieurs services et maintenant, c'est dépendamment de ce dont vous avez besoin, vous allez donc aller utiliser les services dans le cloud. Donc, un DevOps ingénieur, parce qu'il est appelé à build des pipelines, CI/CD, il est appelé à dockeriser des applications, il est appelé à utiliser des services de computation ou bien des services de stockage ou bien du résultat. Il va aller vers ces services-là. Mais vous allez vous rendre compte que même ceux qui font de la mécanique quantique vont dans le cloud. Il y a des services qui sont dédiés, il y a des super ordinateurs, ce genre de choses. Donc, ceux qui font également de l'intelligence artificielle, ils sont dans le cloud, ils utilisent des services. Je pense qu'il y a des services comme Bedrock et pas mal d'autres services pour faire de l'intelligence artificielle dans le cloud. Pareil pour les gens de la data, pareil pour les gens de la security et autres. Donc, peu importe votre domaine de la tech, vous arrivez à utiliser le cloud. Donc, je pense qu'un cloud ingénieur, c'est quelqu'un qui utilise des services cloud. Bon, je pense que c'est un cloud operator, c'est quelqu'un qui utilise un service cloud. Mais maintenant, quelqu'un qui va être un cloud ingénieur et un DevOps ingénieur, c'est quelqu'un qui va appliquer les méthodologies cloud ou bien utiliser les services du cloud pour faire du DevOps. Et c'est en ça Il y a un que truc que est-ce que tu penses que ça veut dire en gros que un DevOps ou bien un Cloud ingénieur est supérieur à un DevOps ingénieur, ou alors le Cloud c'est le umbrella ou bien c'est le parapluie du DevOps en fait quoi? Je pense pas qu'un DevOps ingénieur soit supérieur à un cloud ingénieur. Non, plutôt l'inverse, moi. Moi, je disais plutôt un Cloud ingénieur supérieur à un DevOps. Bon, je n'ai pas forcément les métriques adéquates pour jauger cette supériorité. La charge du travail, les responsabilités, le salaire, ça c'est bien aussi le salaire quand même. Ouais. Non, honnêtement, je trouve qu'un DevOps ingénieur a beaucoup plus de responsabilités qu'un cloud ingénieur. Maintenant, le cloud ingénieur, ça peut être un umbrella, comme je l'ai dit, c'est que ça offre des services cloud et un DevOps ingénieur, justement, il se sert du cloud pour créer ses pipelines CI/CD et pour faire plein d'autres choses. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que ça veut dire en fait que Monitoring si aussi. quelqu'un va dans le cloud en fait là et qui clique sur le portail pour créer ses services, un cloud ingénieur et un DevOps, c'est quelqu'un qui va automatiser tout ça à la place des tâches manuelles en gros que le cloud faisait en fait, que le cloud ingénieur faisait. Déjà, je fais la différence, je fais la distinction entre un cloud operator et un cloud ingénieur. C'est-à-dire que Vas-y. pour moi, quelqu'un qui crée un compte AWS et qui clique sur des services, moi, j'estime qu'il utilise et qu'il consomme ces services-là. Moi, j'estime que c'est un consommateur des services cloud, à l'occurrence un cloud operator. Je pense que D'accord. l'ingénierie vient déjà du mindset, de comment est-ce qu'on approche les choses. Un cloud ingénieur, par exemple, il va penser
cost optimization. Par exemple, c'est-à-dire qu'il va comprendre que oui, j'ai le service EC2 qui me permet de déployer une application, j'ai le service ECS qui me permet de déployer une application, j'ai Beanstalk, j'ai EKS. Dépendamment de l'application que je vais déployer, quelle est la meilleure méthode de déploiement? Et c'est en ça que l'ingénierie intervient. Le cloud ingénieur va comprendre qu'il faut monitorer l'application, il faut tirer des métriques, il faut regarder au niveau des logs, il faut même avoir des KPI, des Key Performance Indicators, qui vont lui permettre de prendre de meilleures décisions. Un cloud ingénieur également, il va regarder au niveau de la scalabilité de ses applications, au niveau des disaster recovery. Il y a plein de philosophies qu'il connaît déjà et qui va travailler à les implémenter, toujours dans le but de réduire les coûts, d'optimiser les ressources, de produire de la performance et d'avoir un rapport qualité-prix qui est efficace. Or, un opérateur, il va cliquer, il va utiliser des services. Parfois, il ne va pas forcément comprendre qu'est-ce qui se passe en background et tout. Il va juste consommer ces services. Il dit, bon, j'ai créé un ECD, j'ai mon application qui est là-bas. Bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, je sais quand même utiliser tel ou tel service. Un cloud ingénieur, il va beaucoup plus loin. Il pousse sa réflexion beaucoup plus loin. Et un DevOps ingénieur, alors, c'est encore une autre série sur le gâteau parce que un DevOps déjà en tant que culture ou bien en tant que philosophie, ce n'est pas juste l'utilisation des outils, mais c'est tout un mindset, c'est tout un gros mindset qui vient derrière et qu'il faut comprendre. Je te donne ma définition du DevOps ingénieur, du DevOps en gros, et tu me dis ce que tu en penses. D'accord. Pour moi, un DevOps, c'est un profil qui écrit des configurations, très souvent en YAML, pour donner à un outil qui va faire les tâches à sa place, que ce soit dans les solutions qui l'hébergent ou bien on-premise, comme on dit souvent, ou dans le cloud. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ta définition est très intéressante, mais moi, la question que je voudrais te poser, c'est un DevOps ingénieur écrit toujours du YAML? Ça veut dire très souvent. Très souvent, d'accord. Ok. Ça veut bien dire écrit les configurations très souvent. Très souvent. À mon sens, 90% c'est du YAML. D'accord. Quand tu fais du Docker, par exemple, pour déployer tes applications, il y a du YAML dedans. Quand tu fais de l'Ansible, c'est du YAML dedans. Quand tu fais du Pulumi, qui est le concurrent de Terraform, en fait, c'est du YAML dedans. Quand tu veux faire du monitoring pour configurer tes solutions de monitoring, c'est du YAML qui est dedans, quoi. Sauf quand tu fais des sections comme Terraform pour faire du HCL, par exemple, ça c'est une solution à part. Mais le concurrent de Terraform à côté, c'est du Pulumi, par exemple, tu vois. Et tu fais aussi du scripting pour l'automatisation. Et bien, monsieur Chilo, je trouve que ta définition, elle est très juste, elle est très globale. Et ça change un peu de la définition classique de DevOps qui est la combinaison entre dev et opération qui se mettent ensemble justement pour collaborer, qui, ma foi, est une définition qui est juste. Mais aujourd'hui, par exemple, je demande à mes apprenants de pousser un peu cette définition et d'aller beaucoup plus loin. Et j'aime à définir DevOps déjà comme une association d'outils, de culture et d'outils et aussi de mindset. Donc, culture déjà pour comprendre la culture DevOps, ce qu'elle permet. Et pour cela, peut-être, il faut rentrer comprendre les précédentes méthodes de déploiement d'applications comme Agile ou bien Waterfall et comprendre à quel point DevOps peut être puissant aujourd'hui en termes d'accélération de la SDLC. Mais d'outils aussi parce qu'il y a une pléthore d'outils qui permettent de faire du DevOps, c'est-à-dire depuis le planning, le coding, build, intégrer, déployer et autres. Donc, il y a une succession d'outils qui permet d'implémenter les différentes phases du DevOps. Mais également un mindset qui, pour moi, veut dire un DevOps n'est pas uniquement quelqu'un qui sait utiliser des outils. Moi, j'aime à le dire, c'est pas parce que vous connaissez utiliser X ou Y outils que ça fait forcément de vous des DevOps. Et c'est en ça que je me clash parfois avec des développeurs qui tendent à parfois un peu trop simplifier le DevOps. C'est-à-dire que
c'est pas parce que tu vas connaître utiliser Git et ou bien tu vas pouvoir dockeriser des applications que tu peux t'auto-proclamer DevOps aussi facilement. Il y a tout un mindset qui vient derrière. Et il y a cette philosophie de calme aussi qui est là. Donc, il y a beaucoup de philosophies qui, au final, le but toujours va être d'automatiser, d'avoir des applications qui sont résilientes, d'avoir des applications qui sont stables et autres. Mais c'est un gros package et pas juste des développements et opérationnels qui se mettent ensemble. Tu sais, beaucoup de gens disent que c'est une philosophie, c'est un mindset, des choses comme ça. Et moi, j'ai dit toujours, à la fin de la journée, les gars, ils écrivent des scripts, hein. À la fin de la journée, de 9h à 18h, comme on dit souvent, les gens ils passent la journée avec des pipelines sur des YAML. Le mindset est intéressant, mais c'est pas où tout le monde met l'énergie, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand je dis mindset, je définis exactement ce que je mets dans mindset, par exemple. Je mets dans mindset, par exemple, quelqu'un qui connaît les best practices, donc les meilleures pratiques DevOps et qui les implémente. Je mets dans mindset, par exemple, quelqu'un qui comprend des concepts qui, ma foi, sont très importants dans le DevOps, c'est-à-dire la scalabilité, la haute disponibilité, fault tolerance, éviter les disaster recovery, comment est-ce qu'on peut éviter un downtime, parce que de ma compréhension, bien de ma connaissance, tout ce qu'on essaye d'accomplir aujourd'hui en tant que DevOps, c'est d'avoir des applications qui sont toujours disponibles, donc d'être capable d'avoir ou bien de minimiser le zéro downtime. Et ça passe au travers de beaucoup de méthodologies, il y a même des techniques de déploiement, tout ça là, ça se résume toujours au fait d'avoir l'application qui est disponible parce que lorsque tu vois Facebook qui est down pour juste 1 heure, c'est beaucoup de milliards qui vont dans l'eau. Lorsque TikTok ne peut pas se permettre de ne pas fonctionner pour une seule journée, c'est des commerces, des compagnies. TikTok, c'est toute une grosse multinationale aujourd'hui. Donc, pour moi, aujourd'hui, en tant que DevOps, lorsque je parle de culture, c'est vrai que c'est vague, mais je mets vraiment cette notion de zéro downtime, fault tolerance, haute disponibilité et autres là-dedans. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. Les gens ont compris que il faut être DevOps, il faut être cloud engineer. Si je te demande, mais ce que je te demande bien sûr, quelle est la roadmap pour y parvenir? Tu as une déjà ou bien comment tu vois les choses? Oui, bien sûr que j'ai une roadmap. Il n'y a pas de roadmap idéale, mais il y a une roadmap. Et je l'ai dit précédemment, il faut avoir une feuille de route. Peu importe le domaine dans lequel on se lance, il faut avoir une feuille de route. J'ai fait une vidéo, je pense que j'ai fait 3 vidéos déjà pour présenter c'est quoi ma roadmap idéale. C'est une roadmap qui fonctionne avec moi, mais beaucoup d'autres experts DevOps partagent. Donc, sur LinkedIn, par exemple, il y a plein de personnes qui partagent des roadmaps DevOps et elles convergent toujours vers une unique roadmap. C'est de dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer en tant que DevOps ingénieur, que ce soit solo, tout seul, ou bien que ce soit au travers d'une formation, ou bien au travers des cours en ligne, il y a cette notion de fondamentaux qu'il ne faut surtout pas négliger. Vraiment, ça va être les bases qui vont définir votre réussite dans votre parcours d'apprentissage de DevOps. Et pour moi, je ne mets pas beaucoup de choses dans les bases pour un DevOps ingénieur. J'y mets le réseau et j'y mets Linux et puis j'y mets le réseau. Déjà que le réseau, c'est la base. Mais bon, s'il faut rajouter une autre base, ça va être bien sûr de connaître les basiques de l'informatique, c'est-à-dire c'est quoi la RAM, tout ça là, tout ça là. Bon, j'estime peut-être que ça c'est basique, mais pour une carrière DevOps, c'est absolument important et incontournable de démarrer par Linux. Linux, ça soutient vraiment tout le reste et c'est vraiment important de construire cette base-là. Donc, après Linux et réseau, il faut déjà se familiariser avec la notion d'automatisation et par exemple avec PowerShell scripting. Donc, écrire du bash pour automatiser des processus, c'est super intéressant. Et ensuite, il y a Git
comme système de versionning. Donc, vous allez pouvoir être capable d'avoir un système centralisé de repositoire où vous avez vos configurations, vos fichiers et tout. Donc, une fois que vous avez maîtrisé les fondamentaux de Git, il y a Docker qui est très important. Mais j'aime à le dire avant de venir rapidement containeriser des applications. C'est très important de comprendre la notion de virtualisation avant de venir comprendre la notion de containerisation. Il y a aussi Docker qui est très important. En fait, la plupart des compagnies aujourd'hui, je dirais 90%, si je ne me trompe pas aujourd'hui, utilisent Docker pour containeriser. C'est trop optimiste. Pour containeriser. Tu serais surprise. J'ai quelqu'un qui m'appelle aujourd'hui pour me dire que dans sa boîte, ils font Java 5. J'ai mis ça entre guillemets parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la solution. Quoique, c'est pas toutes les applications qu'on dockerise, je suis d'accord, mais c'est vraiment la solution qui est adoptée par plusieurs compagnies. Donc, après ça, il y a plein d'autres outils, mais je vais rapidement parler, par exemple, de Ansible pour la configuration management, désolé. Il y a Terraform également qui va permettre l'automatisation des infrastructures, mais également il y a Kubernetes qui pour moi vraiment c'est l'outil que je préfère le plus, quoique c'est pas l'outil le plus facile. Donc si je devais résumer en 4 grands blocs, je dirais Linux, après je dirais containerisation et orchestration avec Docker et Kubernetes, et puis je dirais Terraform pour provisionner les infrastructures. Également maîtriser un cloud, parce que oui, en tant que DevOps ingénieur, c'est important de maîtriser au moins un cloud. Donc, AWS est le plus populaire ici en Amérique, donc maîtriser le cloud AWS, ça va être très intéressant. Petit rajout, ça va être le monitoring, c'est très important de maîtriser le monitoring avec des outils comme Prometheus et Grafana. Il y en a une pléthore dehors. Et si possible, voilà, ce qui est recommandé, c'est de maîtriser au moins un langage de programmation. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. D'après toi, ça prend combien de temps pour acquérir ces skills si on commence? Ok, déjà pour moi, de mon expérience, il n'y a pas un temps limite pour l'apprentissage DevOps. Je dis, on connaît généralement quand on commence, quand on débute, mais ça ne s'arrête pas. Donc, c'est un continuous learning process. Maintenant, si je veux reformuler, je dirais, combien de temps est-il nécessaire, du moins, pour être initié au DevOps, c'est-à-dire pour avoir des bases et être capable de se déclarer DevOps ingénieur sans risque de gêner. Je pense que 6 mois, ce serait un bon début. 6 mois à 1 an serait bien. Mais alors, et ce que je rappelle toujours à nos apprenants, c'est que ces 6 mois ou bien ces 1 an-là, c'est juste pour vous get started. Mais après, une fois que vous êtes dedans, c'est même pas quelqu'un qui va venir vous demander d'étudier ou bien d'aller apprendre. Vous irez apprendre de vous-même. Parce que très vite, vous vous rendrez compte que c'est un écosystème gigantesque. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. À l'occurrence, chaque jour, il y a un nouveau outil. Il y a une nouvelle méthodologie. Il y a quelque chose à maîtriser. Je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de tout connaître tout de suite parce que les entreprises implémentent DevOps de différentes façons. Donc, vous travaillez dans 100 entreprises, ils implémentent DevOps de différentes façons. Et parfois même, ils sont encore dans Agile et ils utilisent des outils DevOps de temps en temps. On a commencé notre entretien à partir de ce que tu fais jusqu'à grosso modo où on est aujourd'hui là. Moi, je vais maintenant te reprendre de l'autre côté de la chaîne. Et comment est-ce que tu es arrivé donc à être DevOps en fait, quoi? Dis-moi, cloud ingénieur, parce que toi tu es plus DevOps cloud ingénieur, tu es un peu les deux quelque part, quoi. Comment on dit en anglais, where are you coming from? D'où tu viens pour te retrouver dedans? Et ben, très bonne question, très bonne question. Je sors de loin, je sors de la physique et de la mathématique pour me retrouver dans le DevOps aujourd'hui. Donc, attends, précisons bien. Tu as quoi en physique, tu as quoi en mathématiques? Tu as quel diplôme en mathématiques d'abord? J'ai un master en physique et puis j'ai un master en mathématiques. Et tu as 2 masters? Oui.
Ok, bon. Non, c'est bien. Moi, je suis impressionné de voir les gens qui ont toujours des c'est quoi, la physique, ça suffisait pas assez? Tu voulais faire maths en plus ou c'est quoi le problème? Ah, c'est une longue histoire, mais disons que je suis une passionnée de l'éducation, de l'apprentissage et j'ai toujours eu envie de dépasser mes limites. À la base, avant de me retrouver dans la tech, voilà, je pense que je pourrais parler de mon expérience tech, mais parlons un peu avant. À la base, moi, mon rêve, c'était de graduer PhD, de faire des postdocs, d'être dans l'académie. Voilà. Donc, voilà vraiment vers quoi moi j'étais portée et j'étais vraiment orientée dans ce chemin-là. Donc, ce qui fait que lorsque j'obtiens ma licence en physique, je l'obtiens vraiment major de ma promotion. Je décide d'aller faire l'école normale parce qu'il faut aussi le dire, moi je viens d'une famille modeste, je voulais faire des écoles de polytechnique et tout ça là, mais je n'avais pas forcément cette possibilité-là et j'ai décidé la solution que j'avais à main, qui était prête à m'apporter, c'était l'école normale. Donc, je suis allée faire l'école normale et j'ai fait l'école normale de Yaoundé et puis l'école normale de Bambili en 2014, exactement la même année que j'ai eu ma licence en physique. Et j'ai eu l'école normale de Bambili. J'étais très contente. Pourquoi? Parce que l'école normale, ça nous donne quand même cette intégration directe et ça nous permet donc justement de subvenir à nos besoins. Donc, j'ai Vous avez fait fini fonctionnaire. je suis voilà, devenir fonctionnaire catégorie A2, mais quel succès, quelle réussite, mais je ne me limitais pas là, c'était pas ça mon objectif final. C'était plus un levier pour me permettre d'accomplir d'autres objectifs. Donc, pendant que je suis à Toi, ça revient pas à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens veulent rapidement assurer d'abord la popote en gros, quoi. Les gens veulent effectivement, d'abord assurer d'abord le revenu stable, en fait. je suis d'accord et ça revient également à ce que je disais, c'est que généralement quand les gens arrivent à cette stabilité-là, ils se limitent là. Donc, ils Ah oui, s'arrêtent. oui, quand ça va, pourquoi tu ne veux pas chier encore? Ça marche, ça Exactement. marche. Donc, Oui, oui, oui. faut régulièrement travailler à se dépasser, à toujours chercher à évoluer. Oui, vraiment, moi, j'ai su mindset là parce que même jusqu'à présent, je travaille toujours à aller de l'avant. Donc, une fois que je suis à l'école normale, je ne m'arrête pas là. Je me donne le challenge de poursuivre donc en même temps l'école normale et le master à l'université de Tchang parce que c'était très proche, Bamenda et Tchang. Donc, je fais des navettes. Euh, pour ça. Et ça se passe plutôt très bien. Et vraiment, les professeurs sont super encourageants de ce genre d'initiative. Donc, ils comprennent que des étudiants ou bien des apprenants de l'école normale peuvent venir vouloir continuer avec les études et ils encouragent même ça. Donc, ils m'ont beaucoup encouragé même avec cette décision que j'avais prise. Et ce qui fait que lorsque moi je soutiens donc à Bambili, je suis en train de finir avec mon master à l'université de Tchang. Et maintenant, je ne m'arrête pas toujours là parce que, comme je vous ai dit, moi je visais le PhD et autres là. Et il y a cette opportunité de bourse pour EMS qui s'ouvre à moi. Beaucoup de gens en parlent et je me dis, bon, pourquoi pas, vu qu'après l'école normale, généralement, il y a une période morte où on fait des positionnements, c'est-à-dire on affecte chaque enseignant à son lieu de service. Donc, je vais faire profit de ce temps-là pour embrasser ce master. Donc, j'applique au master de M parce que c'est une bourse scolaire, parce que c'est international. Voilà, donc quand je soutiens à l'école normale, donc je postule pour EMS et j'ai Et M, c'est quoi, juste pour savoir? donc, M, c'est African Institute for Mathematical Science. Donc, c'est un programme qui offre un master, un structured master in Mathematical Sciences. Donc, c'est une bourse scolaire d'une année qui permet aux personnes d'avoir un master en mathématiques. Et D'accord. c'est une école internationale. M, est localisée dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est une grosse organisation très serrée, je dirais, oui, mais qui offre beaucoup d'opportunités, qui accompagne aussi des personnes qui veulent exceller et devenir des next Einstein parce que c'est AIMS
Next Einstein Initiative. Donc, l'idée, c'est de bâtir une nouvelle génération d'Einstein, quoique je n'en suis pas une. Donc, voilà. Après l'école normale, donc du coup, je vais directement à EMS, c'est situé à Limbé. Et donc, il faut le dire, c'est que pendant le parcours, j'ai mon premier bébé et il a 2 mois. Et je fais donc cette lourde décision de dire, bon, même la grossesse ou bien le bébé ne peut pas me décourager à poursuivre mes rêves. Une décision qui va être très lourde de conséquences, qui va être très lourde de conséquences parce que, bon, je pense que la dépression postpartum, par exemple, on n'en parle pas, ou bien le challenge peut-être des filles qui tombent enceintes et qui décident toujours, malgré ça, de poursuivre les écoles. Comment est-ce qu'on les accompagne dans tout ce processus-là? La dépression, même déjà, je pense que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas trop. Mais le fait d'avoir pris cette décision, d'avoir un bébé de 3 mois, de devoir le sévrer et de devoir poursuivre mes études a été très difficile et ça m'a permis de connaître la dépression. C'est-à-dire que j'ai connu une dépression. Je ne connaissais même pas encore qu'on appelait ça dépression, mais je culpabilisais beaucoup d'avoir abandonné mon enfant au profit de mon éducation. Et ça m'a pris 2 ou 3 mois avec l'accompagnement des professeurs de EMS pour m'en remettre et pour accepter de dire, bah, si je fais tout ça quelque part aussi, c'est pour lui. Et effectivement, je suis très fière aujourd'hui. Mais du coup, ce sont tes parents qui se sont occupés de l'enfant pendant que tu es à l'école, c'est ça? Non, 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 c'est une tante à lui. Donc, à Limbe, il avait sa tante à Ouais. lui qui Ouais. vraiment, que je lui en serai toujours reconnaissante, qui s'est très, très bien occupée de lui. Et c'est parce que je la voyais tellement bien s'occuper de lui que ça m'a permis, moi, de me pardonner. C'est ça motivé, ouais. Oui, de me pardonner et de finir ce pourquoi j'avais commencé. Parce que à une période, je voulais abandonner et dire non, je vais rentrer m'occuper de mon fils. Mais je pense que ça m'a vraiment permis de dire, tu as commencé et ton fils, lui, il va bien, tu vas finir. Et je suis heureuse aujourd'hui de voir que on a fini ensemble et une façon pour l'école de me féliciter pour ça. Parce qu'au départ, quand j'entrais dans l'école ne savait pas. C'est une décision que j'avais prise personnelle. Et plus tard, ils se sont rendus compte que j'avais un bébé et ils m'ont vraiment davantage encouragée. Et à la fin de l'école, ils lui ont cousu une toche à mon fils et son diplôme a été remis par la ministre des enseignements secondaires. Elle est ministre jusqu'à présent, Madame Lyonga. Et c'est elle qui nous a remis ce diplôme. Donc, c'est vraiment pour moi une très belle réussite. Ça me marque jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, bravo, bravo. Moi, quand j'entends ça, c'est les histoires qui motivent, en fait, quoi. Parce que très souvent, après, je discute aussi la chance, quand même, parce qu'il y a des femmes que, quand elles sont enceintes, c'est souvent très compliqué aussi, sur le plan de la santé, je dirais ça de manière globale, comme ça. Mais tu as eu la chance aussi d'avoir, que ton corps te le permette aussi, tout de même. Mais il y a d'autres même, je sens que même si ton corps te le permettait pas, tu lui as dit, bon, quand tu dois me permettre, j'ai mes choses à faire là. Même si Exact. ton corps voulait faire semblant, tu as dit, non, non, écoute, je te mets de côté, moi je dois d'abord avancer, et puis on verra après. Ouais. Mm. Mais du coup, l'école normale, tu as pratiqué un peu ou pas du tout? Oui, oui, j'ai pratiqué pendant 6 ans l'école normale. Donc, j'ai été enseignante pendant 6 ans dans un lycée de la place à Après Yaoundé. EMS, là, du coup? Oui, après EMS, effectivement. Donc après EMS, du coup, tu es reparti, Donc, après comment dire ça, EMS, honorer ton matricule, comme on dit souvent. effectivement, donc, la période de latence était finie. On avait été postés dans nos différentes localités. Donc, je suis allée prendre service et j'ai continué à exercer en tant qu'enseignante. Donc pendant 6 ans, tu donnais des cours de quoi? De physique, de mathématiques, les deux, de quoi? Oui, je donnais des cours de physique et mathématiques, mais pour la section anglophone, donc j'ai enseigné Mhm. From 1, From 2, From 3 et From 4. Ah ouais. Mais du coup, à quel moment tu dis, moi je vais laisser les maths et la physique, mon PhD qui était mon rêve, pour embrasser une carrière dans l'informatique du coup? Ah, ça c'est une histoire. Donc, je ressentais toujours, malgré le fait d'avoir ces diplômes, malgré le fait d'être enseignant, c'est-à-dire d'avoir une carrière ou bien une profession, plutôt
modeste ou bien payé pour le statut, pour quelqu'un qui vit au Cameroun. Mais je sentais toujours en moi le goût d'inachevé, c'est-à-dire que je voulais toujours plus. Et surtout Moi, que, j'adore ça. Ça veut dire quoi? Quand tu marches là, tu dis, merde, il me manque encore des choses, il faut que je finisse. effectivement, Ou bien quand effectivement, tu restes là, tu te dis, merde, j'ai encore du potentiel, je peux faire des choses encore, quoi. effectivement, donc je sentais que je pouvais encore faire beaucoup de belles choses. Et je pense que ça vient aussi de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement vers lequel on évolue, il soit nous rétrograde ou bien il nous permet de nous challenger, d'avancer. Donc, lorsque je sors par exemple de EMS et d'avoir la plupart de mes camarades qui ont des bourses et qui s'en vont étudier à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ont des bourses pour aller continuer le PhD, d'autres ont des positions de professeur. Bon, bref, quand tu regardes autour de toi les personnes qui t'accompagnaient être beaucoup plus en avant, je ne voulais surtout pas me contenter de enseignante de lycée. Quoique c'est noble, c'est modeste, mais je voulais plus. C'est pas Donc, assez. c'était pas assez pour moi, donc non, c'était du tout pas assez. Donc, mais j'ai aussi mentionné la maternité, donc j'étais maman au foyer. Et ça aussi, quelque part, je dois avouer que ça m'a un peu freiné dans mon élan. Donc, j'ai pas forcément continué mon pied, j'ai directement après AIMS. J'étais un peu dans ma zone de confort. Et à chaque fois que la notion d'aller poursuivre son PhD, à chaque fois que la pensée de poursuivre son PhD me venait, je voulais un PhD qui soit significatif pour moi. Donc, je ne courais plus après le titre, je courais après la valeur. Et donc, je cherchais à faire un PhD qui me challenge et qui me permet de faire quelque chose. Et au-delà de ça, j'estimais que j'avais passé beaucoup trop de temps à développer des équations, à maîtriser des théories, parce que la physique, parfois, ça peut être beaucoup de concepts, beaucoup de théorèmes, beaucoup de... Et je manquais Théorème de beaucoup, Pythagore, théorème de Thalès, exactement, triangle rectangle, triangle. loi de Newton, loi de Schrödinger, équation de Schrödinger, effet tunnel, beaucoup d'autres concepts qui peuvent parfois être très compliqués. La notion de spin, effet quantique, ordinateur quantique, de très belles choses, de très belles sciences. Mais moi, personnellement, dans mon enfant intérieur, je disais toujours, mais si on te demande qu'est-ce que tu sais faire concrètement, qu'est-ce que tu vas répondre? Donc, j'avais besoin d'avoir un savoir-faire. Et ce besoin, par exemple, de cette envie d'avoir un savoir-faire, ça m'a poussé, par exemple, à aller apprendre la pâtisserie. Et je suis devenue une très grande pâtissière par l'occasion. Donc, j'ai tellement fait de super gâteaux que j'ai ouvert une académie. Ça, c'est en passant. Mais vraiment, si on veut rentrer dans le cadre de la tech, je pense que lorsque j'ai été introduit, parce que je me suis lancée dans la tech par Linux. Et donc, lorsque j'ai été introduit au Linux, ça a été comme un mind-blowing et puis comme une révélation de dire, oh waouh, moi qui voyais... Qu'est-ce qui t'a amené dans Linux d'abord? Moi, ça m'intéresse. À quel moment tu t'es dit, moi, je veux faire PhD, je veux faire Linux en fait? Comment ça m'intéresse? Non, mais Chilo, écoute, je savais que je venais aux États-Unis, je savais que je Ouais. venais aux États-Unis et ma réflexion se poussait vers quand je vais arriver aux États-Unis, est-ce que je vais rentrer encore à l'école? Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir aux États-Unis, par exemple? Est-ce que je vais rentrer encore sur les bancs? La période là, je me voyais plus forcément trop cahier, études. Qu'est-ce qui passe aux États-Unis présentement? C'est quoi la donne? Qu'est-ce qui marche? Donc, au vu de ça, il y a beaucoup de personnes qui excellaient beaucoup dans la tech, qui avaient de super boulots et tout ça là. Et au travers des connaissances, ils m'ont partagé justement la formation Linux. Donc, lorsque j'ai été introduit au Linux, le premier jour, j'ai dit, oh waouh, c'est très intéressant parce que moi, je pensais que les informaticiens, c'était des génies. Vraiment, ça, c'était ma perception des informaticiens à l'époque. Ce sont des super-héros. Moi, je les vois tout le temps devant leur machine. Ils tapent, je ne sais pas quoi. Ils font des trucs super, super. Donc, mais quand je regarde, je me rends compte que sur la command line, je peux taper mes commandes et avoir du résultat. Ça a l'air anodin, mais pour moi, je suis émerveillée. Je me rappelle même, j'avais appelé un de mes professeurs de l'université de Sciences, je lui ai dit, mais prof, voici ce truc-là que je suis en train de faire, je suis en train d'apprendre Linux, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est super intéressant, mais je me dis, waouh,
je suis ravie pour toi, vas-y. Et donc, c'est vraiment comme ça là que je suis introduite à la tech et que je me lance et je fais cette reconversion-là. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, quand tu viens, tu vois, après d'abord, ça vient parce qu'on disait tout à l'heure, les gens qui viennent du domaine scientifique, globalement, ont tous les prérequis pour rentrer dans le monde de la tech et vivre une best life quelque part. Oui, c'est un grand oui, 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 oui. Oui, parce que avant de taper du code ou bien avant d'utiliser des outils, si on veut se limiter à le cas du DevOps, il y a toute une logique qui est derrière, il y a toute une façon de penser, une sorte de critical thinking et puis problem solving. Lorsque tu viens d'un background scientifique, tu as donc justement, tu es vraiment prédisposé à bien comprendre ces choses-là parce que tu as l'esprit critique, tu as ces problèmes solving, tu as une façon logique d'appréhender les choses. Et je pense que ça aide beaucoup, beaucoup, Moi, je dis que la première compétence pour un informaticien, c'est la logique, en fait. effectivement. C'est qu'il faut travailler sur ce qu'il faut faire l'effort. C'est la logique. Quand tu fais ta logique, en fait, comme il faut, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et surtout, par exemple, lorsque si tu es à l'université et que tu es dans un domaine scientifique, les chances sont très faibles que tu n'aies pas fait un cours d'algorithmique quelque part. Or, l'algorithmique, c'est la base pour les Non, ça, softwares. c'est ça. Ce soit vraiment, c'est le squelette qui sous-tend beaucoup de choses. Donc, le fait d'avoir fait algorithmique, d'avoir compris comment euh, on arrive à mettre les étapes sur pied pour résoudre un problème, ça aide beaucoup. Mais ça, c'est. Ce que tu dis là, c'est énorme. Et dans Mm. tout ce parcours-là, tu le partages sur TikTok tous les jours. Ah, reviens Hein? TikTok. Revenons sur TikTok. Comment tu t'es dit, je vais aller sur TikTok, quoi? Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as commencé par TikTok ou tu as commencé par un autre? non, j'ai commencé vraiment par TikTok et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours sur TikTok. Ça veut dire que je me suis pas encore bien étendue sur les différents autres réseaux sociaux. Mon réseau social favori, c'est TikTok. Et donc, moi, quand j'arrive aux États-Unis, je me rends compte très vite que c'est différent. C'est-à-dire, il n'y a personne dehors. En termes de sociabilité, c'est compliqué. D'interactivité aussi, c'est compliqué. Puis, je demande à un ami, mais où sont les gens? Les gens sont où? Je ne comprends pas. Et puis, il me dit, si tu es aux États-Unis, la plupart des personnes sont sur TikTok. Et donc, c'est comme ça que moi, je vais sur TikTok. Et il faut le dire, je commence sur TikTok avec mon contenu de pâtisserie. Comme j'avais dit plus haut, j'ai eu envie de développer des savoir-faire et je me suis formée en pâtisserie. Et donc, à chaque fois donc, que je montais un gâteau, je pâtissais, je faisais des vidéos et puis je postais. Et donc, ce n'est que plus tard que je décide de commencer à parler de la tech. Et comment est-ce que je commence? C'est que je me rends je me rends très vite compte de ce que c'est un vaste écosystème. Moi qui ai fait une reconversion professionnelle, c'est doublement challengeant encore. Donc, c'est important d'être en communauté. Donc, c'est important d'être avec des personnes qui se soutiennent. Et donc, moi, la méthodologie que moi j'avais utilisée, c'est de déjà dire, je vais partager ce que je connais et je suis sûre que en partageant, je vais forcément rencontrer beaucoup d'autres personnes qui font dans ce que je fais et on va grandir ensemble. Et donc, je me rappelle, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à encourager des personnes à se lancer sur Linux. Donc, j'ai vraiment pris, moi, mon histoire de comment est-ce que je me suis lancée dans la tech de Linux jusqu'à aujourd'hui, DevOps et Cloud, et de dire, vraiment, je pense que certaines personnes se lancent directement dans le cloud ou bien, je ne sais pas par quel canal est-ce qu'ils se lancent dans la tech, mais venir au travers de Linux, c'est important. J'ai donc commencé à dire, Linux, c'est la base, formez-vous dans Linux, lancez-vous dans Linux. Donc, je faisais des vidéos à répétition et je mettais le numéro WhatsApp pour qu'on crée cette communauté de personnes qui avancent dans la tech. Et au-delà de ça, donc, pendant que je faisais ça, il y a un formateur super expert dans Linux. Je lançais également des lives pour parler de ça. Et un formateur expert dans Linux nous a retrouvés, ça c'était l'année passée, et il a dit, je vois que vous êtes des jeunes qui vous battez dans la vie, qui vous battez à vouloir réussir. Ce que je peux faire pour vous, c'est de vous offrir une formation gratuite sur Linux.
Et donc, j'ai été l'organisatrice de cette formation-là. Donc, lui, il était formateur et j'étais vraiment celle qui travaillait à ramener du monde, à structurer, à organiser tout ça. Et ça s'est tellement bien passé que, à la suite de cette formation qui durait 3 mois, il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui travaillent comme des Linux System Administrators qui ont eu leur certification. Mais je ne me suis pas arrêtée là parce que moi, mon objectif, c'était de dire on est plus fort quand on avance ensemble. Donc, j'ai davantage continué à créer cette communauté, de dire vous êtes passionné dans la tech, venez ensemble, on va mettre les forces pour pouvoir avancer. Donc, en avançant, on a commencé à offrir plusieurs autres formations, formées sur du software engineering avec Python, formées sur DevOps et autres là. Et aujourd'hui, on est une très belle communauté qui avance ensemble. Est-ce que quelqu'un qui est sur TikTok travaille? Est-ce que c'est un travail d'être sur TikTok? Ok. Ça dépend d'abord de la définition du Je te pose la question parce que l'autre jour, dans un de mes lives, quelqu'un m'a demandé, mais toi, tu travailles à quelle heure? Ok. Tu vois? Mm. Moi, je lui ai dit, en fait, quand je suis sur TikTok, en fait, TikTok, c'est mon travail. Mm. Moi, je dis souvent, nos parents allaient au marché acheter un comptoir pour mettre la marchandise dessus. Nos cousins allaient prendre une moto pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, quand je fais un live TikTok à la télé, c'est mon comptoir. Effectivement. En fait, c'est mon comptoir. Je suis en train d'exposer mes connaissances. Je fais mon marketing. Et les gens vont nous demander, en fait, qu'est-ce que tu vends derrière? Comment j'accède à ta formation? Est-ce que tu peux venir m'aider à implémenter telle chose sur moi? Donc, si je te pose ma question, est-ce que quelqu'un qui est sur TikTok est en train de travailler ou en train de se divertir? Effectivement, avant de répondre à ta question, je me plais à le dire que dans ce siècle-ci là, je me rends compte que ce dont on a le plus besoin, par exemple, c'est-à-dire que si on a un téléphone comme ça et une connexion, ça nous suffit à démarrer n'importe quel type de business. Donc, maintenant, je ne sais pas comment est-ce que les gens définissent le travail, mais pour moi, c'est toute activité qui te permet de générer du revenu, c'est du travail. On est parfois très ancré encore dans les anciennes réflexions de dire quelqu'un qui travaille, c'est une entreprise qui l'embauche et qui lui paye un salaire, mais les choses changent. Les choses ont tellement évolué que cette perception-là, elle est passée. Donc, plus les gens utilisent TikTok de différentes façons. Il y en a qui l'utilisent comme uniquement outil de divertissement, mais il y a des personnes qui sont multimillionnaires grâce à TikTok. Surtout les Américains. TikTok, c'est toute une entreprise pour beaucoup de personnes. Et TikTok offre différents services. Donc, à l'occurrence, par exemple, toi et moi, j'utilise vraiment TikTok comme canal pour vulgariser la tech, pour avoir de l'audience et avoir des personnes, par exemple, qui sont intéressées par les services que je propose, les formations que je propose et qui vont se former. Donc, TikTok est réellement un outil qui peut être un outil de marketing. Ça dépend vraiment de la perception de tout un chacun. C'est chacun qui sait ce qu'il cherche dans la vie. C'est chacun qui sait ce qu'il cherche. Donc, il y en a qui sont là pour se divertir, mais il faut bien des gens qui vous divertissent. Et pendant qu'on vous divertit, il y a de l'argent qui rentre derrière. Moi, j'aime souvent ceux qui racontent des histoires, après ils mettent pause publicitaire. Exactement. La publicité de leur produit. Ils racontent après ils disent Chilo, est-ce que tu sais que créer du contenu sur TikTok rapporte de l'argent? Faire des lives sur TikTok rapporte de l'argent. Il y a des personnes qui font des live match, c'est-à-dire qu'ils matchent et puis il y a des personnes qui offrent des cadeaux et tout ça. Ça rapporte beaucoup d'argent. Faire même des vidéos et avoir des entreprises qui vous contactent, c'est un terme là, donc de l'affiliation ou bien donc faire le brand de certaines compagnies, ça rapporte de l'argent. Il y a l'affiliation également qui rapporte de l'argent. Et il y a TikTok Shop qui rapporte de l'argent. Il y a plein de façons de se faire de l'argent sur TikTok. C'est-à-dire que TikTok à lui tout seul, c'est un... Mais la plupart des gens même qui gagnent de l'argent avec TikTok, en fait, c'est même pas eux qui monétisent. Et ils viennent souvent se positionner là, ils font la vidéo, le reste, c'est toute une industrie.
C'est du monde qui vient nous aider à configurer la chaîne, suivre les relances, tous les clients, tout ça. En fait, c'est pas eux-mêmes au final qui le font. C'est ça comme on l'a dit depuis le début, en fait. À mon sens, il est devenu plus facile aujourd'hui de faire de l'argent qu'avant, en fait. Surtout avec Internet, en fait. Je ne dis pas que ça marche du premier coup, mais je dis qu'aujourd'hui, à mon sens, en fait, il devient un peu plus abordable. Voilà. Maintenant, faire de l'argent, c'est bien sûr à des niveaux, on va dire comment ça. Et puis, si je veux Le volume n'est pas le même pour tout le monde. Si je veux rajouter quelque chose, je pense que l'une des compétences qu'il faut avoir aujourd'hui en 2026, c'est la vente et la communication. Donc, si vous êtes capable de bien communiquer et de bien vendre, vous pouvez vendre, vous pouvez tout vendre. Ça veut dire quoi? Vous avez fait une formation et vous n'êtes pas encore embauché quelque part. Vous pouvez créer votre compte sur TikTok ou bien sur n'importe quel réseau social et vous pouvez commencer à créer du contenu dans ce sens-là. Et de cette création de contenu, beaucoup de sources de revenus vont en découler. Vous allez peut-être avoir des contrats avec d'autres, des collaborations avec d'autres partenaires. Vous pourriez même créer votre école en ligne. Vous pourrez faire la publicité d'autres marques. Mais aujourd'hui, vraiment, comme tu le dis, il n'y a pas d'excuse de ne pas réussir. La réussite, je pense, je trouve, est à notre portée de main. Maintenant, voici la nuance. Beaucoup de personnes se lancent sur les réseaux, mais ne tiennent pas sur la durée. Parce Ah que, ben, ça, c'est une course de fond. Hein. Faut pas être exact, pressé. Hein. Ah non, 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 tu es sur les réseaux, faut pas être pressé. Il y a un truc, il faut pas être sur les réseaux, faut pas être pressé. Hein. oui, je trouve Tu as que déjà un an que tu vas te prendre à la vue comme ça pour rien d'abord. beaucoup de personnes écoutent la création de contenu dans l'argent, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a la monétisation et beaucoup de personnes se lancent en véritable direction. Et donc, il y a la notion du pourquoi qui est important. C'est pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur les réseaux. C'est très important. Et je pense que c'est ça qui détermine de ta réussite ou bien de ton échec. Parce que de ça va découler une sorte de résilience, une sorte de persévérance, même quand les fruits ne vont pas tomber à la centième ou bien à la millième vidéo. Mais si ton pourquoi est suffisamment fort, tu vas être capable de te dire, je vais continuer parce que je sais que je suis sur la bonne voie. Du coup, je vais persévérer dans ce que je fais. Je vais être consistant, justement. Je vais être consistant sur la Ensuite, tu durée. vas corriger au fur et à mesure. Une vidéo aujourd'hui et de revenir faire une autre vidéo après un mois. Les gens passent très vite à autre chose et ils t'oublient. Donc, il faut être là, il faut être remarqué, il faut que les gens savent que tu es discipliné, que tu es là régulièrement. La régularité et la consistance, ça fait la différence. Quand tu dis tout ça, je viens de dire que tu as 50 000 vies. Hein, physique, mathématiques, cloud engineer, mom, TikTokeuse, LinkedIneuse. En fait, tu es une entreprise de toute seule alors. À ce qui paraît, En fait, au final, tu es une entreprise toute seule. oui. Oui. C'est facile ça d'avoir tout ça comme ça à gérer. Non, non, ça ne l'est pas. Ou bien alors, comment il y arrive? Hum, j'ai plusieurs éléments de réponse. Je vais essayer de les lancer là. Comment est-ce qu'on y arrive par la volonté déjà, c'est-à-dire le besoin toujours de vouloir plus, de vouloir se dépasser. Ça, je pense qu'il faut contextualiser, c'est-à-dire euh, les différentes casquettes, comment est-ce qu'on arrive à les faire coexister ensemble. C'est vraiment, ça part vraiment de la vision qu'on veut accomplir pour nous, pour notre vie, mais également pour notre famille. Donc moi, je suis une personne très, très ambitieuse et je crois vraiment à la valeur du travail. Donc je crois en ce que il n'y a que le travail qui paye. Moi, je n'ai jamais été adepte de la facilité ou bien du miracle ou bien de 1000 francs qui devient 1 million ou bien de ce genre de choses-là. Donc moi, vraiment, je suis une très grosse adepte du travail qui paye, mais aussi d'avoir une vision pour soi-même, pour sa famille aussi. Et c'est
ça parfois qui vont être des moteurs qui nous permettent d'avancer. Mais à côté de ça, j'aimerais partager une notion, je pense que beaucoup de personnes vivent, c'est le burn-out et c'est la dépression. Aujourd'hui, ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup parce qu'il y a la notion de surcharge mentale aussi qui est importante. Donc, faire attention à sa santé mentale, c'est important. Donc, vouloir beaucoup accomplir, c'est bien, mais aussi parfois être capable de faire des pauses, c'est super important. Donc, je ne me considère pas forcément comme quelqu'un qui réussit tout le temps ou bien toujours, mais je suis plutôt quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est-à-dire que mes échecs, par exemple, ne sont jamais un motif pour moi d'abandonner, mais une occasion pour moi d'apprendre. Donc, au travers, par exemple, de l'initiative Lumiatech que j'ai mis sur pied, les débuts ont été super difficiles. À un moment donné, j'ai même voulu déposer les armes, de dire, hey, je dépose, ça me dépasse. Qu'est-ce qui est difficile au début pour toi? Qu'est-ce qui est difficile en fait? Je pense que pour moi, au début, ce qui a surtout été très difficile, c'était euh, l'opinion des autres, les critiques des autres. C'était pour moi de dire, je viens, je veux partager, je veux qu'on avance ensemble, mais quelque part, toujours, il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément la vision, qui vont peut-être critiquer. Et ce qui a été aussi difficile, c'est la structure, de structurer tout ça. Donc, je me suis rendu compte que c'est important d'être structuré et organisé parce qu'on peut bien avoir une vision, et par exemple, l'un de mes mentors me disait, si tu as juste une vision, mais que tu ne l'as même pas écrite quelque part, ce n'est qu'un souhait, ce n'est qu'un vœu. Donc, écris ta vision et puis dis-moi quelque part, qu'est-ce que tu veux accomplir. Donc, moi, je partais toujours le plaindre, je partais me plaindre vers lui, disais, j'ai du mal avec ça, je n'arrive pas, par exemple, à voir beaucoup de personnes qui viennent nous rejoindre. Quand bien même on offre plein de formations gratuites, il y a toujours des personnes qui n'y adhèrent pas. Je ne comprends pas pourquoi, parce que moi, je tomberais sur ce genre d'opportunité, je la saisirais à haut la main. Mais il disait, il faut que tu sois très clair dans ce que tu veux. Est-ce que tu veux être là comme pour faire du social ou bien tu veux mettre une entreprise sur pied? Donc, j'ai dû, par exemple, me former dans l'entrepreneuriat et au fur et à mesure, je m'améliore. Même jusqu'aujourd'hui, je lis des bouquins d'entrepreneuriat. Donc, dans tout ce qui va être acquisition des clients, parce qu'aujourd'hui, je me considère comme une entreprise et non plus comme une organisation sociale. Donc, j'ai clairement établi, donc j'ai dû mettre une clarté sur ma vision, la mission, la feuille de route, les collaborations, les partenariats, quel est le type de personnes que je veux dans ma team, parce que je me suis rendu compte que c'est très important de se faire entourer de personnes qui partagent cette vision-là et de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est un ensemble d'éléments, en fait, je dirais. En tout cas, moi je pense que ce que tu dis là, si après ça, quelqu'un ne se lance pas, je ne sais pas comment il va faire. Lancez-vous, formez-vous. Je ne sais pas comment il va faire pour ne pas se lancer. J'adore ce qu'on se dit là. Est-ce qu'il y a un point que tu voudrais aborder qu'on n'a pas encore abordé avant qu'on ne s'arrête? Euh, bon, si un point que j'aimerais aborder, c'est de d'encourager les personnes à oser et à passer à l'action. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on attend d'avoir tous les éléments qui sont mis en place avant de se lancer. Et généralement, quand on réfléchit comme ça, là, on finit toujours par ne pas se lancer. Donc, j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des super projets, qui ont des super initiatives, qui ne se lancent pas pour plusieurs raisons. Pour la peur du regard des autres, pour la peur du jugement, pour l'opinion des autres, ou bien juste peut-être ils estiment qu'ils ne sont pas prêts. Mais je pense qu'on ne sera jamais 100% prêt. Donc, Tu vas être prêt parce que c'est le marché qui te dit si tu es prêt. Hein. exactement. C'est les clients qui te disent si tu es prêt en fait. Mais sinon, regarde des personnes qui passent des mois et des mois à développer une application. Ils te disent qu'ils ont leur super idée, ils ont leur super application et qu'ils vont mettre là, ils ont su que ça va cartonner. Juste pour eux de se rendre compte que peut-être la solution existait déjà ou bien ils n'ont pas C'est arrivé, mais après qu'ils aient commencé. autant de choses. Donc, par exemple, avoir une idée, juste avoir une idée dans la tête, c'est pas pertinent. Donc, il y a plein de personnes qui ont plusieurs idées, qui estiment que c'est des super idées. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est
de passer à l'action et d'exécuter, de structurer et d'exécuter et de s'améliorer régulièrement. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce message de motivation là, que tu nous donnes. Voilà, une chose aussi que je voudrais rajouter, c'est par rapport aux femmes. Il y a une mission qui me tient depuis la plus. Tu allais nous sortir un truc comme ça, quoi. Voilà. Et bientôt, on sortit le combat des hommes noirs, vous allez voir. Allez-y. On n'a pas abordé ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je m'étais rendu compte très vite que il manque encore de l'effectif féminin dans les domaines qui ont trait à la science et aux technologies. Donc, tout ce qui va être STEM, Science, Technology, Engineering et puis Mathematics, il y a certes beaucoup de femmes qui y sont, mais il manque encore à l'effectif, il manque encore à l'appel. Et dans la tech également, quand je me suis lancée, je me suis rendu compte, par exemple, que la plupart des entreprises où moi j'ai travaillé, en meeting, j'étais toujours la seule femme de toutes les entreprises que j'ai à passer. Et donc, j'estime que les femmes manquent encore à l'appel. Donc, on veut plus de femmes encore qui osent davantage dans les domaines de la science, de la technologie. Et donc, à l'issue de ça, par exemple, j'ai eu à initier l'initiative Women in Tech pour encourager davantage de femmes. Bien sûr que les réalités sont différentes. La femme, par exemple, elle est parfois appelée à s'occuper d'un foyer si elle est mariée, à s'occuper des enfants si elle est maman, à gérer beaucoup d'autres choses. L'homme aussi, il ne faut pas croire. Je suis d'accord, rien à voir avec les hommes, mais aujourd'hui, vraiment, je me positionne côté femme. Et aussi, il y a cette philosophie que j'ai eu à constater. Je ne vais pas mettre un jugement quelque part, mais c'est juste un constat. C'est que parfois, la femme a tendance à se replier un peu, c'est-à-dire à se limiter parfois au mariage, aux enfants, à mère, aux familles, et à ne pas être suffisamment ambitieuse. Donc, ne pas déclencher les ambitions. Ouais. Non, je veux vraiment créer aussi cette forte communauté de femmes qui inspire d'autres femmes à dire c'est possible. Si d'autres femmes ont pu le faire, vous pouvez le faire. Et puis, vous n'avez pas forcément à vous limiter à attendre toujours des autres, mais vous pouvez véritablement être des personnes qui initient de véritables révolutions et de véritables changements. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de beau qu'une femme qui embrasse une carrière, qui embrasse une profession, qui se réalise, qui s'assume et qui ne se limite pas à des fonctions que la société veut bien lui La place de la femme, c'est pas la cuisine, alors. Je suis d'accord, la place de la femme, c'est la cuisine et je me plais bien à la cuisine, mais je rajoute à cette phrase, pas seulement. Elle peut être aussi dans des bureaux, elle peut accomplir de belles choses. C'est possible. Il faut juste qu'elles osent, qu'elles y croient. En tout cas, moi je dis ton parcours, ce que tu nous as dit là, que tu nous as expliqué comment tu y es arrivé, je vais dire, après ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, il n'y a plus d'excuses. Mais il y a même des hommes d'abord qui doivent prendre des cours là-dessus. Il y a des femmes en plus qui doivent s'en inspirer. En tout cas, moi j'adore ce qu'on s'est dit là, franchement. Et des parcours comme le tien, en fait, pour moi, c'est des leçons de vie, en fait, quoi. Ça inspire, ça donne la force pour dire, c'est possible, en fait, en travaillant. Parce qu'au final, c'est le travail qui a fait tout ça. Il y a l'envie et le travail. Exactement. Exactement, Chilo. Kelly, merci. Merci beaucoup. Pour finir, à part l'encouragement aux femmes, là, tu nous dis quoi? Quel est le message pour la suite? Ta suite, c'est quoi? Merci également à toi, Chilo. Pour moi, la suite, c'est d'être limitless, c'est-à-dire que d'être instoppable. On peut arriver à accomplir de grandes choses. Moi, même jusqu'à présent, j'estime que je ne suis pas encore arrivée. J'en veux toujours plus, c'est-à-dire que je me challenge toujours à aller de l'avant. Et donc, moi, aujourd'hui, je dirais, notre entourage, c'est très important. Les personnes avec qui on s'entoure, c'est important. Je dirais aussi de rêver, d'être ambitieux, d'oser, de passer à l'action, d'échouer. Oui, c'est très bien d'échouer. Moi, j'ai échoué plusieurs fois. Je pense que
On a plus parlé des belles réussites, mais on aura peut-être le temps de parler encore des échecs. Oui, j'ai aussi échoué, mais c'était de belles expériences parce que j'ai appris beaucoup de leçons. Et aujourd'hui, par Tu, exemple, tu as échoué sur ta chaîne de pâtisserie, par exemple, qui n'a pas marché, que tu as shifté, tu es allé voir la tête maintenant et tu es plus à l'aise. oui, Mais bon, avec les cours de ce que tu as, avec les cours de ce que tu avais appris dans la pâtisserie sur TikTok, quoi. effectivement, effectivement. Bon, moi, par exemple, l'échec n'existe pas pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'échoue pas, j'apprends ou je réussis. Donc, à chaque fois que quelque chose n'a pas marché, c'est vrai que c'est douloureux et tout ça là, mais j'ai pris le temps d'apprendre et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Donc, j'ai travaillé mon mindset à avoir cette perception-là des challenges. Donc, l'échec, c'est une bonne chose parce que parfois aussi, des personnes ne veulent pas se lancer parce qu'elles ont peur d'échouer. Mais si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez jamais si vous allez échouer ou pas, ou bien si vous allez réussir. Donc, de toutes les façons, passons à l'action et puis osons. Donc, l'échec, c'est une très belle leçon et les réussites aussi. Et l'une des leçons que j'ai apprises aussi, c'est que l'effort ou bien la douleur, ça fait partie du processus. Parce que on parle de DevOps, on parle de cloud et tout ça là, mais je pense qu'on n'a pas mentionné le fait que ce sont des heures et des heures de travail qu'il faut mettre dedans. Ce sont des heures de dédication, de travail, de persévérance, de discipline et tout ça là. Donc, il y a cet effort, il y a ce challenge-là qui peut-être a priori peut être difficile, mais honnêtement, lorsque on voit la récompense derrière, on se dit, it was worth it. D'ailleurs, il n'y a rien de grand qui s'obtient sans effort. Ça semble cliché, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Monsieur Chilo. Kelly, merci beaucoup. Très gentil pour le temps que tu m'as accordé. Hein. Merci beaucoup. Eh bien, Chilo, c'est moi qui te dis merci. Je te remercie vraiment pour ta disponibilité et de m'avoir donné cette occasion de parler de ma modeste expérience. Moi, je t'en suis très. Ah ben, moi, je pense que ce que j'ai appris de ta bonne expérience, moi, ça m'a enrichi tout personnellement. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, pour échanger avec tout le monde, pour comprendre qu'il y a des parcours divers et puis il y a surtout des bonheurs divers. Moi, j'appelle ça des bonheurs divers surtout, quoi. Effectivement, merci. Et j'aimerais vraiment terminer par te dire merci pour tout le travail que tu abats sur la toile, pour tes formations, pour la personne que tu es, parce que j'estime que tu inspires beaucoup. Moi, la première, donc tu fais du super boulot, surtout ne t'arrête pas. Et puis avançons, continuons d'avancer. Merci beaucoup, c'est très gentil, vraiment. C'est des fois que tu fais les choses, tu ne te rends pas compte de ce que ça donne. Mais bon, Oh merci non. beaucoup, vraiment. En tout cas, moi, je sais que tu as une grosse inspiration aussi, donc toutes les bonnes ondes de chez toi. On commence l'année, il n'y a que des bonnes choses derrière qui vont arriver. Exact, exact. On est là, Bien. on va réussir. Voilà.